Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants. On conclut aujourd'hui le cours des myélomes multiples et dans cette troisième partie, avant d'aborder les complications et le traitement, on va voir une notion très importante, c'est la notion de crabe, la notion des chaînes légères et bien sûr la classification. Toujours, vous allez trouver tous les supports dans la description pour télécharger. Toujours, je vous invite, chers amis, à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Toujours, je demande votre part un maximum de j'aime et de partage pour que ces vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. Donc, pour diagnostiquer le myélome, vous êtes censé de connaître les signes de Crabbe. Donc, CRAB. C, c'est pour calcémie. Donc, hypercalcémie qui est due à l'ostéolyse, les fractures, tout ça, on a vu précédemment dans la deuxième partie. R, c'est pour rénal. Donc, la fonction rénale, le retentissement rénal. Donc, tout ça, ce sont les signes cliniques qu'on a vu précédemment. A, c'est pour anémie. Et B, ça, c'est en anglais, c'est pour bones. Donc, c'est pour os, un retentissement sur l'os, les fractures pathologiques. Donc, vous allez faire le diagnostic des myélomes multiples devant une protéine monoclonale, alumino, électrophorèse des protéines, les plasmocytes médulaires supérieurs à 10% avec des signes de Crabbe. Donc, premier cas de diagnostic, protéine monoclonale, infiltration des plasmocytes supérieurs à 10% avec les signes de Crabbe, je répète, CRAB, C, calcémie, R, rénal, A, anémie, B, c'est pour Bones, c'est pour le retentissement osseux. Ou bien, il n'existe pas de protéine monoclonale, mais il s'agit là de chaînes légères qui sont impliquées supérieures à 100% par rapport, ou bien le rapport chaîne légère impliquée sur les chaînes légères non impliquées qui est supérieur à 100. Donc là, dans le deuxième cas, il n'y a pas de protéine monoclonale, pas d'infiltration plasmocytaire, plutôt pas de signe de Crabbe, mais il s'agit de l'implication des chaînes légères supérieures à 100. Le rapport qui est en mauve. Deuxième critère. Ou bien, pas de protéine monoclonale, mais toujours un plasmocytose médullaire supérieur à 10%. Pas de signe de Crabbe, mais les lésions focales à l'IRM. Il existe plus d'une seule, bien plus d'une lésion. Quatrième cas de critère, ou bien quatrième cas de diagnostic. Soit il s'agit pas de protéines monoclonales. L'infiltration plasmocytaire médullaire, c'est supérieur à 60%. Et il n'y a pas de signe de Crabbe, donc c'est inutile car l'infiltration plasmocytaire là est supérieure à 60%. Donc gardez-vous en tête les critères, on récapitule. C'est l'existence des protéines monoclonales à l'électrophorèse des protéines, un plasmocytose médullaire supérieur à 10%. Et si ce dernier est supérieur à 60%, c'est suffisant. Et je répète, les signes de Crabbe, c'est RAB, qui peuvent être remplacés par l'implication des chaînes légères qui sont impliquées. Le rapport supérieur à 100, donc le rapport chaîne légère impliquée divisé sur chaîne légère non impliquée dans le myélome supérieur à 100. Donc là, on a augmentation des chaînes légères. Donc l'explication de cette dernière, c'est l'existence des plasmocytes qui sont en train de sécréter ces chaînes légères anormaux. Donc ça, c'est les critères de diagnostic de myélome. J'espère que vous allez les noter. Deuxièmement, la classification ou les stades. Donc il existe trois stades. Stade 1, 2 et stade 3. On dit qu'un myélome il est à stade 1, c'est la masse tumorale est inférieure à 0,6 voire 10 puissance 12 cellules par mètre carré. Avec tous les critères suivants qui sont présents. Donc, une hémoglobine supérieure à 10, anémie n'est pas sévère, la calcémie est inférieure à 120 mg par litre, équivalent à 3 millimoles par litre, l'absence des lésions osseuses ou de tumeurs plasmocytaires, donc on avancera du moins grave vers le plus grave. Le taux des IgG monoclonales qui est faible. Donc, l'IgG c'est inférieur à 50 grammes par litre, l'IgA inférieur à 30 grammes par litre et la protéinurie de Benz-Jones c'est inférieur à 4 grammes par 24 heures. Donc tous ces critères-là, 4 critères avec une masse tumorale inférieure à 10 puissance 12 cellules par mètre carré, on dira que ce myélome il est au stade 1. On dit que le myélome il est au stade 2 si la masse tumorale, toujours située
ou bien elle est intermédiaire. Donc, c'est situé entre 0,6 et 1,2 10 puissance 12 cellules. Donc, inférieur à 0,6 10 puissance 12 cellules, c'est une masse tumorale qui est faible. Entre 0,6 et 1,2 10 puissance 12 cellules. Donc là, c'est une masse qui est intermédiaire. Et absence de l'un des critères du stade 3, mais aucun critère des stades, ou bien l'absence des critères du stade 1 avec aucun critère des stades 3. Donc là, on dira que c'est stade 2 qui est intermédiaire. Dernier stade, le stade 3. Donc, bien sûr, la masse tumorale est forte, c'est supérieur à 1,2 10 puissance 12 cellules par mètre carré. L'hémoglobine effondrée, inférieure à 8,5. La calcémie est élevée, donc les critères de Crabbe supérieurs à 120 mg par litre, qui est équivalent à 3 millimol par litre. Lésions osseuses multiples, un taux élevé de IgG monoclonal, IgA supérieur à 60 g par litre. IgG supérieur à 70, IgA supérieur à 50 avec une protéinurie de Benz-Jones supérieure à 12 grammes par litre. Bien par 24 heures. Donc, stade 1 à retenir, donc l'hémoglobine, la calcémie, les lésions osseuses, donc tout ça c'est diminué. Stade 2, c'est le stade intermédiaire entre le premier et le troisième. Le troisième stade, donc les signes de Crabbe sont très élevés, donc hémoglobine effondrée, inférieure à 8,5. Calcémie supérieure à 3 millimol par litre, qui témoigne d'une lésion osseuse étendue. Lésions osseuses multiples dans la radiographie ou bien dans l'IRM, l'hypodensité, tout ça on avait dit précédemment dans la deuxième partie, et un taux élevé des IgG monoclonales. Donc c'est les trois majeurs critères de diagnostic. Donc l'IgG monoclonal, ou bien les immunoglobulines monoclonales, les signes de Crabbe avec une masse tumorale, tout ça c'est la stadification. Donc, la sous-classe, on parlera de stade A s'il s'agit d'une fonction rénale qui est préservée. Donc, la créatinine inférieure à 20 mg par litre, qui est équivalent à 160 micromoles par litre. Et on dira que ce myélome, il est à sous-classe B si la fonction rénale elle est atteinte, une insuffisance rénale, une créatinine supérieure à 20 mg par litre, qui est équivalent à 160 micromoles par litre. Donc, ce qui nous permet de poser le diagnostic et de stadifier, c'est les critères de Crabbe, le retentissement rénal, la calcémie, tout ça c'est à retenir, l'existence des protéines monoclonales, tout ça on avait dit dans la physiopathologie et dans la clinique. Donc, cette partie sera un récapitulatif. Donc, vous êtes censé de garder les stades par cœur, tous les critères de Crabbe, les critères d'infiltration médulaire par les plasmocytes et bien sûr la protéine monoclonale, donc les IG et les IgA selon le stade premier, 2 et troisième stade. Donc j'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. Donc on passe, avant de conclure, on passe à forme clinique. Donc il existe plusieurs formes de myélome. On a premièrement le myélome à chaîne légère. Donc c'est à chaîne légère vrai, mais malheureusement il est de très mauvais pronostic. Donc dans ce myélome-là, seulement on va noter les chaînes légères d'immunoglobulines qui sont sécrétées. Donc il n'y a pas de pic monoclonal à l'électrophorèse, malheureusement, mais il y a une hypogammaglobulinémie, vitesse de sédimentation normale, mais c'est l'immunoélectrophorèse des protides qui va nous montrer les chaînes légères, qui est inconstant, mais ces chaînes légères vont être découvertes dans les urines et l'atteinte rénale, elle est très fréquente dans ce myélome-là. Donc, gardez-vous en tête le myélome à chaîne légère, qui est cliniquement un peu insidieux, mais malheureusement, l'atteinte rénale, elle est là, elle est très fréquente avec une tubulopathie myélomateuse. Autre variété de myélome, on a le myélome à IgD. Ça, c'est la stadification. Ça, c'est le pic monoclonal qui est absent. Je répète, au myélome à chaîne légère. On note le myélome à IgD. C'est une variété qui est rare et grave. Une insuffisance rénale est associée, voire un amylose. Le myélome non sécrétant. Donc, il est rare. Heureusement, là, il n'y a pas de production des IgG. Il n'y a pas d'anomalie protidique. Le diagnostic, là, il repose sur, comme on avait dit précédemment, c'est l'infiltration plasmocytaire médulaire qui est supérieure à 10%. Il existe aussi le plasmocytome
solitaire, c'est une prolifération plasmocytaire qui est localisée. Le diagnostic là, il est fait par la biopsie au niveau de la teinte. On a un myélome qui est indolent, donc avec progression très lente, sans douleur, sans complications osseuses. On a la leucémie plasmocytaire. On va aborder le leucémie comme prochain titre. Donc c'est une insuffisance ou bien c'est une leucémie aiguë avec une insuffisance médulaire majeure, hépatosplénomégalie, fièvre et un plasmocytose circulant supérieur à 20%. Le pronostic malheureusement là, il est redoutable. Dernière variété, c'est le POMS syndrome. Donc P c'est pour polyneuropathie, O organomégalie, E endocrinopathie, M c'est pour composante monoclonale. Donc elle est fréquente, mais il existe fréquence d'une ou de plusieurs lésions ostéocondensatrices. Et S, c'est pour les signaux cutanés. Là, on va noter l'angiome. Gardez-vous en tête le myélome à chaîne légère. C'est le seul myélome avec des chaînes immunoglobulines légères. Et malheureusement, c'est de très mauvais pronostics. Là, on note l'atteinte rénale. Donc la tubulopathie myélomateuse, très rapidement par l'accumulation de ces gènes légères dans les tubules. Autre variété, myélome A, IgD, myélome non sécrétant, myélome solitaire, donc qui sont moins virulents, bien moins méchants. Un myélome indolent, dernièrement les formes graves, la leucémie plasmocytaire et le syndrome de POMS, avec des lésions, polyneuropathie, organomégalie, endocrine, composante monoclonale avec des signes cutanés. Avant-dernier titre, le diagnostic différentiel. Donc, diagnostic des lésions osseuses. Faites attention à confondre les lésions osseuses du myélome avec de l'ostéoporose sévère primitive, les métastases osseuses, c'est à différencier avec les lésions osseuses primitives dues au myélome multiple. La maladie de Waldenstrom, on va aborder comme prochain titre. Donc là, c'est l'absence des douleurs osseuses avec l'existence des IgM. Donc faites attention, c'est pas des IgA, pas des IgG. On note là la prolifération des chaînes lourde IgM et on va aborder la maladie de Waldenstrom comme prochain titre. Bien sûr, d'autres immunoglobulopathies monoclonales dues à une affection non maligne. On note là le lupus, le déficit immunitaire, la pyoderma gangrénosome, la polyarthrite rhumatoïde, les suppurations bactériennes, les infections virales, les cirrhoses et la liste s'allonge. Donc là, c'est un myélome classique. Donc c'est 80 à 85% des cas avec IgG ou IgA. Et myélome à chaîne légère, malheureusement. Donc là, on note que les chaînes légères kappa et lambda, et c'est plus virulent que le précédent. 80 à 85%, un myélome multiple qui va sécréter, puis un myélome classique qui va sécréter les IgG et les IgA. Autre variété qui est très virulente, ou bien très grave, c'est le myélome à chaîne légère. Et les voilà les chaînes légères qui sont la cause de la néphropathie myélomateuse. Donc voilà la néphropathie myélomateuse. C'est une lésion grave au niveau du tubule rénal. Ça aussi, c'est les lésions tubulaires. Ça, c'est la forme leucémique. Ça, ce sont les autres myélomes. Ça, c'est l'organomégalie. Et le voilà, le syndrome de POMS. Donc, comme on vous dit, de multiples lésions neurologiques, cutanées, osseuses et myélomateuses. Ça, c'est l'ostéoporose, le diagnostic différentiel. Donc ça, c'est un os sain avec un os ostéoporotique. C'est à différencier par rapport aux lésions osseuses qu'on retrouve dans le myélome. Là aussi, on note des lésions au niveau de l'os iliaque, au niveau du fémur. Ça, c'est la maladie de Waldenstrom qu'on va aborder très prochainement comme diagnostic différentiel. Donc, là, c'est la chaîne IgM qui serait présente. Donc, pas les chaînes IgA, pas des chaînes IgG. La prolifération des chaînes, ou bien sécrétion des immunoglobulines lourdes IgM sans douleur osseuse. Donc, ce qui différencie la maladie de Waldenstrom par rapport au myélome multiple.
Ça, c'est le lupus. Autre diagnostic différentiel, donc c'est la pyoderma gangrenosum. Ça, c'est la PR, la polyarthrite rhumatoïde. Et la liste s'allonge, comme on avait dit, des suppurations, voire infections, voire cirrhose. Comme complication, donc la complication la plus grave là, c'est l'hypercalcémie. La complication qu'on craint le maximum, c'est l'hypercalcémie. Souvent, elle est importante, elle est symptomatique, elle expose à l'insuffisance rénale, elle met en jeu le pronostic vital. C'est une complication fréquente et c'est la principale manifestation, comme on avait dit, de l'ostéolyse. Et ça va donner de retentissement digestif, l'excès de calcium et complications neurologiques, voire les plus graves complications cardiovasculaires et métaboliques, et peuvent être mortelles. Donc l'hypercalcémie, c'est la complication la plus redoutable dans le myélome multiple. Autre complication, c'est les fractures pathologiques, comme on avait dit. Donc, c'est hyperalgique et peuvent aboutir à un alitement prolongé. Et comme si les patients sont âgés, le risque là, cardio-circulatoire, il est imminent, il est présent dans l'alitement prolongé. Insuffisance rénale, donc, qui est due à l'accumulation des chaînes légères, comme on avait dit, surtout dans le myélome, hein. Chaînes légères. On note aussi le syndrome d'hyperviscosité. Donc, c'est l'augmentation ou bien l'augmentation de la viscosité du sang. Donc, c'est les protéines qui vont être sécrétées. Donc, ce qu'on dira immunoglobulines, ce sont des protéines. Excès de protéines, ça va donner une hyperviscosité. Ça va donner des troubles neuropsychiques, asthénie, céphalée, vertige, confusion, voire certains des cas coma. Troubles visuels par la baisse de l'acuité visuelle. Et elle nécessite un traitement d'urgence par la plasmaphéreuse pour diminuer la viscosité. Quatrième complication, le syndrome d'hyperviscosité qui est très, très évident dans la maladie de Waldenström. Vous allez voir pourquoi les IgM sont au poids moléculaire plus que les IgG, plus que les IgA. Donc là, on va noter un syndrome d'hyperviscosité qui est très, très important dans notre prochain titre qui est la maladie de Waldenström. Les infections, bien sûr, donc, ils sont dus à diminution des immunoglobulines polyclonales. C'est pour cela qu'on a insisté à ça précédemment. Donc, c'est la diminution des immunoglobulines polyclonales qui va donner un déficit immunitaire. Donc là, on va noter la présence du pneumocoque, l'hémophilus, voire le zona. Donc, ça, c'est l'hyperviscosité sanguine. Ça, c'est le pneumocoque, l'hémophilus influenza, voire des zona. Donc, surtout, c'est les sujets âgés. Je vous invite à consulter le cours de zona ou bien de l'herpès virus, la varicelle et de sa récidive chez les sujets âgés qui est le zona, qui était très hyperalgique. On note aussi des compressions neurologiques, compression médulaire. On note l'amylose aussi, donc, qui complique 5% du myélome, donc, qui est diagnostiqué comme des dépôts. Donc là, on note une compression médulaire qui est due à l'ostéolyse. Donc ça va donner un retentissement sur la moelle épinière, des retentissements neurologiques qui peuvent être voire graves. Ça, c'est de l'amylose. Je vous invite à consulter la playlist d'anatomopathologie où on avait vu l'amylose. Et bien sûr, d'autres complications et d'autres retentissements. Sur la peau, on note la purpura. La synoviale, on note l'arthropathie. La bouche, on va noter la macroglossie qui est mieux illustrée. Ah, voilà, que ce sont des causes, bien des retentissements de l'amylose. On note aussi une insuffisance cardiaque. C'est l'accumulation de ces dépôts et des neuropathies ou bien polynévrite sensitivo-motrice et aussi un retentissement sur le rein. Donc, j'espère que c'est clair pour les complications. Notez bien, c'est l'hypercalcémie qu'on craint le maximum. Fracture pathologique, insuffisance rénale, surtout devant un myélome sécrétant des chaînes légères. Et bien sûr, les infections qui sont dues à la diminution des immunoglobulines polyclonales. Donc, tout ça, ce sont des points forts à retenir. Compression neurologique, c'est secondaire au tassement vertébral qu'on a vu précédemment dans la clinique et dernièrement l'amylose. Dernier titre, avant de conclure, c'est le traitement. Donc on a premièrement le
traitement spécifique et c'est de la chimiothérapie. Comme chimiothérapie, on a deux protocoles, le CDT et le VDT. On utilisera comme traitement dexaméthasone, le prednisone, le melphalan, la thalidomide, qui est un anti-angiogénique, la lénaludomide, un immunomodulateur, et le bortezomib, bien le bortezomib, qui est un inhibiteur de la protéase. Dans certains cas, on nécessitera la greffe ou bien l'autogreffe de moelle, donc qui est réservée aux sujets jeunes où l'âge est inférieur à 65 ans et avec un bon état général. Donc, l'âge avancé, c'est une contre-indication chirurgicale. Aussi, de la radiothérapie, donc qui est indiquée seulement à une visée palliative. L'irradiation de ce site qui est hyperalgique pour permettre la consolidation du foyer lytique et aussi contrôler la compression médulaire. Donc là, c'est l'autographe. Et là, ça, c'est de la radiothérapie comme traitement palliatif, diminuer la douleur, je répète, qui est le signe le plus virulent, bien le plus grave, le plus permanent dans le myélome multiple. C'était 90% des cas. Comme stratégie thérapeutique, si ce myélome il est asymptomatique, donc ils ne doivent pas être traités, une simple surveillance. S'il s'agit d'un myélome symptomatique, je répète, c'est concernant, ou bien c'est selon l'âge qui va guider la conduite thérapeutique. S'il s'agit d'un sujet jeune, inférieur à 65 ans, donc ils sont plus souvent inclus dans des protocoles qui comprennent une intensification thérapeutique avec de l'autogreffe des cellules souches. Donc, un sujet jeune, âge inférieur à 65 ans, je répète, donc les protocoles qui vont être inclus avec l'autogreffe, donc l'indication chirurgicale. Un patient jeune, toujours, on préférera la chirurgie. Sujet âgé, supérieur à 65 ans, donc bien souvent, on va traiter par le melphalan et le prednisone en association ou avec la thalidomide ou le bortezomib et bien le bortezomib. Et là, c'est une contre-indication chirurgicale vers l'autogreffe et la radiothérapie. Elle est dangereuse pour les sujets âgés. Donc, sujet jeune, autographe avec intensification du traitement ou bien des protocoles. Sujet âgé qu'un traitement palliatif, melphalan, prednisone, thalidomide, voire associé à cortisone. Donc ça, c'était le traitement spécifique ou bien traitement curateur, plutôt le traitement spécifique, la symptomatologie. Deuxièmement, on note aussi d'autres traitements qui sont symptomatologiques. Donc, on traite la douleur par les morphiniques, la radiothérapie et l'immobilisation. On traite l'hypercalcémie qui est symptomatique par les furosimides et le biphosphonate. S'il s'agit d'une compression médulaire, on va décompresser cette dernière. Aussi le support transfusionnel, le traitement des insuffisances rénales, traiter les fractures pathologiques des membres, lutter contre les infections qui sont dues à cette immunodépression, surtout le pneumocoque et l'hémophilus, et dernièrement, lutter contre l'hyperviscosité. Donc, souvent, on avait dit, il s'agit d'une hyperviscosité, surtout dans le prochain titre qui est la maladie de Waldenstrom. Elle est plus imminente que ce dernier. Donc, lutter contre l'hyperviscosité par les échanges plasmatiques qui sont mis en route. Donc, ça, c'est tout pour le myélome multiple. Dans la première partie, la maladie de Kaller. J'espère que les vidéos sont utiles. On continue toujours en oncologie prochainement et on va aborder la maladie de Waldenstrom, le myélome multiple sécrétant. Donc, pas d'IgA, pas d'IgG et IgM avec un syndrome d'hyperviscosité qui est très élevé. Je vous remercie pour votre attention, chers amis. Je vous rencontrerai prochainement. Je vous souhaite toujours le bon courage dans vos préparations et à la prochaine.